Un millionnaire travaille sur son ordinateur portable dans un café de luxe lorsqu'il observe une fillette de 6 ans se faire expulser sans ménagement par le propriétaire après avoir demandé du pain rassis. Occupé par sa réunion, il n'intervient pas. Quelques minutes plus tard, en sortant sur le trottoir, il entend la voix d'un enfant venant d'une ruelle sombre murmurer « Merci, Père Céleste, pour ce pain ». Lorsqu'il s'approche pour voir de plus près, son cœur se brise. La même fillette est agenouillée à côté d'une poubelle renversée, priant et tenant tendrement le même pain moisi qu'elle a trouvé parmi les détritus. Ce qu'il fait en la voyant ranger soigneusement ce trésor dans une boîte en carton changera leur deux vies à tout jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière dorée de l'après-midi d'été se déversait sur les rues animées du centre-ville tandis que Ricardo Vance ajustait pour la 10e fois sa cravate italienne. À 42 ans, il avait bâti un empire commercial fondé sur la précision mathématique de chaque décision, la froideur calculée de chaque mouvement. Ses doigts glissaient sur le clavier de son ordinateur portable avec la même dextérité qu'il employait pour diriger les réunions du conseil d'administration, tandis que sa voix tranchante résonnait dans son oreillette Bluetooth. Les chiffres du 3e trimestre sont inacceptables, Martinez. Je veux une explication détaillée avant 17 h, ou vous pouvez commencer à chercher un autre emploi. Le bistrot gastronomique haut de gamme qui l'entourait respirait l'exclusivité. L'arôme de café de première qualité se mêlait au murmure élégant de conversations en différentes langues, créant une symphonie de privilèges qui l'enveloppait comme un confort familier. Ricardo avait choisi cet endroit non seulement pour la qualité de son service, mais aussi pour la garantie de ne pas être dérangé par des éléments indésirables qui pourraient briser sa concentration. Son attention était complètement absorbée par une feuille de calcul des bénéfices lorsqu'une petite ombre traversa sa vision périphérique. Une fillette, âgée de 6 ans tout au plus, s'approcha timidement du comptoir principal. Ses vêtements usés racontaient des histoires de nuits froides et de jours sans bain, tandis que ses pieds nus laissaient des traces quasi imperceptibles sur le sol en marbre poli de l'établissement. Ricardo fronça les sourcils, irrité par la distraction, mais ne put s'empêcher de regarder l'enfant s'adresser au propriétaire. Sa voix était un murmure presque inaudible, chargé d'une humilité qui fendait l'air comme une lame tranchante. « S'il vous plaît, monsieur, pourrais-je avoir un morceau de pain de la veille ? J'ai très faim. » La réponse tomba comme une gifle en plein visage de la dignité humaine. Le propriétaire, un homme corpulent à la moustache grisonnante, se leva de derrière le comptoir comme un orage sur le point d'éclater. « Sortez d'ici immédiatement et ne revenez pas. C'est un établissement respectable, pas un refuge pour les mendiants. » Les mots résonnèrent dans l'ambiance raffinée comme des pierres jetées dans un lac cristallin. Ricardo sentit un frisson le parcourir, mais sa réunion virtuelle exigeait une attention immédiate. Les investisseurs japonais n'attendraient pas une pause émotionnelle, et 15 millions de dollars dépendaient de sa concentration totale. À cet instant, la fillette recula comme un animal blessé, ses grands yeux sombres brillant de larmes contenues. Elle ne dit pas un mot, se retourna simplement et disparut par la porte vitrée, ne laissant derrière elle que l'écho de sa dignité bafouée et le parfum persistant de sa vulnérabilité. « Monsieur Vance, vous m'écoutez ?» La voix irritée de l'investisseur japonais ramena Ricardo à la réalité des affaires. « Oui, parfaitement. Comme je le disais, la marge bénéficiaire dans le secteur asiatique. » 40 minutes plus tard, le contrat signé électroniquement et quelques millions de plus sécurisés sur son compte en banque, Ricardo ferma son ordinateur portable avec la satisfaction de celui qui venait de conquérir un autre territoire sur l'échiquier de la vie. Il rangea ses affaires avec la précision mécanique qui caractérisait chacun de ses gestes et se dirigea vers la sortie, passant déjà en revue mentalement les prochains rendez-vous de son emploi du temps impeccablement organisé. Le trottoir cuisait sous le soleil implacable lorsqu'il émergea du bistrot climatisé. Le contraste thermique le fit hésiter un instant, le temps d'ajuster ses lunettes de soleil et de vérifier les messages sur son téléphone. C'est alors qu'une voix délicate, venant de quelque part à proximité, perça le brouhaha urbain comme un murmure d'un autre monde. « Merci, Père Céleste, pour ce pain. » Ricardo s'arrêta brusquement, le cœur battant sans explication logique. La voix provenait d'une ruelle étroite à côté du bistrot, un couloir d'ombre qu'il n'avait jamais remarqué lors de ses innombrables visites. Quelque chose de plus fort que la curiosité, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, l'attira vers cette obscurité. Ce que ses yeux y découvrirent allait changer le cours de son existence pour toujours. La ruelle plongea Ricardo dans une réalité que ses yeux, habitués au luxe, peinaient à traiter. L'ombre fraîche contrastait brutalement avec la chaleur torride de l'après-midi.
Mais ce qui le glaça véritablement fut la scène qui se déroulait à quelques mètres de là. La même fillette qui avait été expulsée du bistrot était agenouillée à côté d'une poubelle renversée, ses petits doigts tenant avec une révérence religieuse un morceau de pain clairement moisi. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse tandis qu'elle examinait soigneusement chaque miette du pain avarié, comme s'il s'agissait d'un trésor trouvé après des années de recherche. Ricardo sentit sa poitrine se serrer, une sensation physique qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. C'était comme si un poing invisible lui avait étreint le cœur. « Merci de m'avoir donné la force de trouver de la nourriture aujourd'hui » murmura l'enfant, levant le pain moisi vers le ciel. « Et s'il te plaît, aide ma petite sœur à ne pas trop pleurer aujourd'hui. » La mention d'un deuxième enfant frappa Ricardo comme un coup de poing dans le ventre. Ses yeux balayèrent la ruelle avec une nouvelle urgence, cherchant des signes d'une autre présence. C'est alors qu'il remarqua, partiellement cachée derrière des boîtes en carton empilées, une silhouette encore plus petite, une fillette qui ne pouvait avoir plus de 4 ans, observant la scène avec des yeux immenses, ses doigts minuscules agrippant une couverture en lambeaux qui ressemblait plus à un chiffon. Ricardo fit un pas en avant, et le son de sa chaussure italienne contre l'asphalte inégal résonna comme un coup de feu dans le silence de la ruelle. La fillette aînée sursauta, cachant instinctivement le pain derrière son dos, comme si elle était prise en flagrant délit. Ses yeux rencontrèrent les siens, et Ricardo y vit une peur si profonde qu'il sentit ses jambes trembler. « Je ne vous ferai rien de mal, monsieur, » chuchota-t-elle, sa voix chargée d'une soumission qui lui brisa le cœur. « Je remerciais juste pour la nourriture. Je ne vais pas salir vos beaux vêtements. » La simplicité de ces mots démolit quelque chose à l'intérieur de Ricardo. Lui qui avait passé sa vie à construire des murs émotionnels, à se protéger de toute vulnérabilité qui pourrait compromettre son efficacité commerciale, sentit toutes ses défenses s'effondrer comme des châteaux de sable face à un tsunami. « Tu vas manger ça ?» demanda-t-il, sa voix lui paraissant étrange, plus faible et plus hésitante qu'il ne se l'était jamais permis. La fillette hocha la tête avec véhémence, comme si elle craignait qu'il ne lui prenne le pain. « Oui, monsieur. Il est encore bon. Il y a juste un peu de verre, mais je peux le gratter. » Elle lui montra le pain, désignant avec une fierté enfantine les parties qu'elle jugeait récupérables. « Je l'ai trouvé dans un sac que l'homme du bistrot a jeté. Il est probablement juste d'hier. » Ricardo regarda le pain de plus près, et son estomac se retourna. La moisissure n'était pas un peu de verre. C'était une infestation qui rendait la nourriture clairement impropre à la consommation. Pourtant, pour cet enfant, cela représentait la différence entre dormir le ventre vide ou avec quelque chose dedans. « Et ta petite sœur » demanda-t-il en désignant discrètement la silhouette cachée derrière les boîtes. « Elle est encore petite, alors je mange d'abord pour voir si ça ne me rend pas malade. Si je vais bien, demain je lui donnerai un petit morceau. » La logique enfantine était d'une praticité dévastatrice. Elle n'aime pas quand je suis malade parce qu'alors je ne peux pas bien chercher de la nourriture. La révélation que la fillette de 6 ans était responsable de nourrir un enfant encore plus jeune frappa Ricardo avec la force d'une révélation divine. Il avait passé toute la journée à s'inquiéter des marges bénéficiaires et des portefeuilles d'actions, tandis qu'à quelques mètres de son bureau, 2 enfants menaient une bataille quotidienne pour la survie. « Et comment t'appelles-tu » demanda-t-il, surpris par la douceur qui émergeait naturellement de sa voix. « Sophia » répondit-elle, tenant toujours le pain comme un talisman. « Et elle, c'est Anna. Elle ne parle pas beaucoup parce qu'elle a peur des grandes personnes. »« Et vous vivez ici ?» La question sortit avant que Ricardo ne puisse la censurer, mais il avait besoin de comprendre l'étendue de cette tragédie silencieuse. Sophia désigna un coin plus sombre de la ruelle où Ricardo put distinguer une structure de fortune faite de carton, de plastique et de morceaux de tissu. C'était plus petit que son placard, mais abritait la seule famille que ses 2 enfants connaissaient. Depuis que papa et maman sont allés au ciel, expliqua Sophia avec le même naturel que d'autres enfants parlent du dîner. La dame du refuge a dit qu'elle nous séparerait. Alors, j'ai pris Anna et nous sommes venus vivre ici. Personne ne peut nous séparer si personne ne nous trouve. L'innocence dévastatrice de cette explication fit voler en éclats quelque chose en Ricardo. Il regarda ses propres mains, manucurées et ornées d'une montre qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, puis les petites mains sales de Sophia, qui tenait un morceau de pain pourri comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. À cet instant, dans le silence feutré de la ruelle, avec l'odeur des ordures se mêlant à l'arôme lointain du café gastronomique, Ricardo Vance fit face à la première crise véritablement transformatrice de sa vie d'adulte.
Ricardo resta immobile pendant de longues secondes, regardant Sofia ranger soigneusement le pain moisi dans une petite boîte en carton qu'elle traitait comme un coffre-fort précieux. Chaque mouvement de l'enfant était délibéré, presque rituel, comme si elle avait développé un protocole sacré pour préserver la moindre miette de nourriture qu'elle parvenait à trouver. « Sofia, dit-il enfin, sa voix paraissant plus douce qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Que dirais-tu si je t'offrais un cadeau ?» La fillette leva les yeux, la méfiance et l'espoir se livrant une bataille silencieuse sur son petit visage. Ses expériences avec les adultes lui avaient clairement appris la prudence, mais la faim et le désespoir lui murmuraient des possibilités qu'elle n'osait pas verbaliser. « Quel genre de cadeau, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Je n'ai pas d'argent pour payer. » L'innocence de la question blessa Ricardo plus profondément que toute critique professionnelle qu'il avait jamais reçue. Une enfant de 6 ans avait déjà appris que tout dans la vie avait un prix, que rien ne venait sans contrepartie, que même la gentillesse la plus élémentaire exigeait un paiement. « Tu n'as rien à payer » répondit-il en s'agenouillant lentement à sa hauteur. Le mouvement fit frotter son pantalon italien contre l'asphalte sale, mais pour la première fois depuis des décennies, Ricardo se moquait de ses vêtements. « Et si je vous emmenais, toi et Anna, manger quelque chose de délicieux ? De la vraie nourriture, chaude, juste pour vous deux. » Sofia le regarda comme s'il venait de lui promettre la lune. Ses yeux scrutèrent son visage, cherchant des signes de mensonge ou de cruauté, cette vigilance précoce que les enfants abandonnés développent pour survivre. Derrière les boîtes en carton, Anna fit un mouvement presque imperceptible, se rapprochant de quelques centimètres. « On peut manger ensemble ?» demanda Sofia en désignant sa petite sœur. « Je n'irai pas si elle ne peut pas venir. » La loyauté absolue entre les deux enfants toucha quelque chose en Ricardo qu'il ne savait pas encore exister. Combien de fois, dans sa vie professionnelle, avait-il sacrifié des relations au nom du profit ? Combien de personnes avait-il abandonnées lorsqu'elles devenaient gênantes pour ses objectifs ? Et là, une enfant de 6 ans faisait preuve d'une intégrité qu'il avait perdue depuis longtemps. « Bien sûr que vous pouvez manger ensemble », assura-t-il en tendant la main vers Sofia. Les sœurs restent ensemble. Sofia hésita un instant, puis regarda sa boîte en carton. « Je peux ranger mon pain d'abord ? Parce que si on ne trouve pas de nourriture demain, il sera toujours là. » La prévoyance désespérée de l'enfant planifiant la fin future tout en recevant une offre de nourriture immédiate révéla à Ricardo la profondeur du traumatisme que ses filles portaient. Elles avaient appris que l'abondance était temporaire, que la faim était permanente, qu'il valait mieux garder du pain moisi en réserve que de faire confiance à la promesse d'un adulte inconnu. « Tu peux le ranger, oui, » dit-il en regardant Sofia placer le pain dans la boîte avec le soin de quelqu'un qui garde une relique sacrée. « Et tu sais quoi d'autre ? Nous allons faire en sorte que tu n'aies plus jamais à manger de pain rassis. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, Sofia sourit. Ce n'était pas un sourire franc, elle était trop prudente pour cela, mais c'était une petite courbe des lèvres qui illumina son visage sale comme un rayon de soleil perçant de lourds nuages. Anna émergea enfin complètement de sa cachette, se révélant être une version encore plus fragile de Sofia. Ses vêtements étaient en pire état, ses cheveux plus emmêlés, ses yeux plus cernés. Elle s'approcha de sa sœur aînée comme un satellite en orbite autour de sa planète protectrice. « Anna, ce monsieur veut nous donner de la nourriture délicieuse », expliqua Sofia, passant un bras protecteur autour des épaules de sa petite sœur. « Mais seulement si tu veux venir avec nous. » Anna hocha timidement la tête, cachant son visage dans l'épaule de Sofia. Ricardo remarqua qu'elle suçait son pouce avec une intensité qui suggérait une anxiété profonde, un mécanisme d'auto-apaisement qu'elle avait développé pour faire face à la peur constante. « Alors c'est décidé », dit Ricardo en se relevant et en essuyant discrètement les larmes qui commençaient à se former au coin de ses yeux. « Allons trouver le meilleur endroit de la ville pour que 2 princesses mangent comme elles le méritent. » Sofia le regarda avec curiosité. « Des princesses ? » « Bien sûr, » répondit Ricardo, surpris par la facilité avec laquelle les mots sortaient. « Toutes les filles sont des princesses. Certaines ont juste besoin qu'on le leur rappelle. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie de la ruelle, Sofia tenant fermement la main d'Anna et Ricardo les guidant avec une protection qui jaillissait de quelque part au plus profond de son âme, il n'avait aucune idée qu'il faisait le premier pas d'un voyage qui mettrait à l'épreuve chaque fibre de son être. Le bistrot gastronomique haut de gamme apparut devant eux comme un portail entre 2 mondes. Ricardo s'arrêta à l'entrée, observant à travers la vitre le même environnement où tout avait commencé 1 heure plus tôt. Le contraste entre ce qu'il avait été en partant et ce qu'il devenait en revenant était si profond qu'il se reconnut à peine.
Mais lorsque Sofia regarda l'établissement et recula instinctivement en murmurant « Je ne peux pas entrer, monsieur. L'homme ne me laissera pas faire », Ricardo découvrit que sa transformation ne faisait que commencer. La peur sur le visage de Sofia alors qu'elle reculait devant le bistrot fut comme un poignard planté dans la poitrine de Ricardo. Voir une enfant de 6 ans manifester une terreur authentique devant un lieu qui, pour lui, ne représentait qu'une autre commodité luxueuse de la vie urbaine, révélait la véritable dimension du gouffre social qui séparait leur monde. « Je ne peux pas entrer, monsieur », répéta Sofia, serrant encore plus fort la main d'Anna. L'homme était très en colère contre moi. Il a dit que je ne pourrais jamais revenir. Ricardo sentit quelque chose bouillir en lui, une colère primale qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Tout au long de sa carrière, il avait appris à canaliser l'irritation en stratégie calculée, à transformer la frustration en levier de négociation. Mais c'était différent. C'était personnel d'une manière qu'il ne pouvait rationaliser. « Tu es avec moi maintenant », dit-il, sa voix portant une autorité qui fit lever les yeux à Sofia, surprise. « Personne ne te traitera mal tant que je serai là. » Il poussa la porte vitrée avec une détermination qui le surprit lui-même. La clochette délicate qui annonçait l'arrivée des clients sonna comme un gong de guerre à ses oreilles. Certains clients regardèrent avec curiosité le trio improbable, un homme en costume impeccable accompagné de 2 enfants visiblement pauvres. Le propriétaire du bistrot leva les yeux de sa caisse et son expression passa immédiatement de la cordialité commerciale à une irritation mal dissimulée, ses yeux fixés sur Sofia puis sur Ricardo comme pour déchiffrer une énigme particulièrement désagréable. « Monsieur Vance », dit-il en forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ravi de vous revoir, mais je crois qu'il y a eu un malentendu. » Il désigna discrètement les filles. « Cet établissement a certaines politiques concernant ? » « Elles sont avec moi », l'interrompit Ricardo, sa voix tranchant l'air comme une lame acérée. « Et je voudrais une table pour 3, s'il vous plaît. » Le propriétaire hésita, ses mains nerveuses tambourinant sur le comptoir. Il était évident qu'il ne voulait pas affronter un client important, mais la présence des enfants le dérangeait profondément. D'autres clients commencèrent à murmurer entre eux, leurs regards alternant entre curiosité et désapprobation. « Monsieur Vance, vous comprenez que nous avons une clientèle très spécifique ici », commença l'homme, mais Ricardo ne le laissa pas finir. « Je comprends parfaitement », répondit-il en faisant un pas en avant. « Je comprends que cet établissement sert de la nourriture et que ces 2 filles ont besoin de manger. Je comprends que j'ai de l'argent pour payer et que votre métier est de vendre de la nourriture en échange d'argent. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans cette équation, exactement ?» Sofia serra la main de Ricardo, son regard alternant entre l'admiration et la terreur. Elle n'avait jamais vu un adulte la défendre ainsi, avec cette férocité contrôlée qui semblait charger l'air autour d'eux d'électricité. Le propriétaire du bistrot regarda autour de lui, remarquant que d'autres clients observaient la scène avec un intérêt croissant. Certains semblaient soutenir Ricardo, d'autres secouaient la tête en signe de désapprobation. La situation devenait un spectacle public, exactement ce qu'il voulait éviter. « Monsieur Vance, vous êtes un client précieux, mais ces enfants ne sont pas habillés de manière appropriée pour notre environnement. Nous avons des standards à maintenir. » Ce fut la goutte d'eau. Ricardo sentit des décennies de contrôle émotionnel s'effondrer comme un barrage rompu. Sa voix, lorsqu'elle émergea, portait une autorité qui réduisit au silence tout l'établissement. « Ces enfants ont plus de dignité dans leurs petits doigts que nombre de vos clients appropriés n'en auront jamais dans tout leur corps, » rugit-il, le doigt pointé directement sur la poitrine de l'homme. « Ils sont propres. Ils ne dérangent personne et je suis prêt à payer pour tout ce qu'ils consommeront. Si cela ne suffit pas à votre établissement raffiné, alors il est peut-être temps pour moi de réévaluer où je dépense mon argent. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le barista s'arrêta de préparer le café pour observer la confrontation. Sofia regardait Ricardo comme s'il était un super-héros descendu du ciel pour la défendre, tandis qu'Anna se cachait derrière ses jambes, l'utilisant comme bouclier protecteur. « Et encore une chose, » poursuivit Ricardo, sa voix baissant à un ton dangereusement calme. « Si j'apprends que vous avez traité ces filles avec le moindre manque de respect après mon départ, si j'apprends que vous les avez humiliées ou leur avez fait du tort de quelque manière que ce soit, vous découvrirez le genre de problème qu'un homme avec mes ressources peut créer pour une petite entreprise comme la vôtre. » Le propriétaire du bistrot pâlit. Ricardo Vance n'était pas n'importe quel client. Il était connu dans les milieux d'affaires comme quelqu'un qui ne faisait pas de menaces en l'air. Ses relations politiques et financières pouvaient facilement transformer la vie de n'importe quel petit commerçant en un cauchemar bureaucratique.
Bien sûr, monsieur Vance, murmura l'homme en faisant un geste nerveux vers les tables. La table du coin est disponible. Je vais envoyer notre meilleur serveur s'occuper de vous immédiatement. Alors qu'il se dirigeait vers la table, Ricardo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une fierté authentique d'avoir fait ce qui était juste. Non pas la fierté calculée d'une négociation réussie ou d'une acquisition lucrative, mais la satisfaction profonde d'avoir utilisé son pouvoir pour protéger ceux qui en avaient vraiment besoin. Sofia lui serra la main plus fort, murmurant « Merci de vous être battu pour ce qui est juste, monsieur ». À cet instant, Ricardo réalisa que son voyage transformateur ne consisterait pas seulement à aider 2 enfants dans le besoin. Il s'agirait de redécouvrir l'homme qu'il avait enfoui sous des couches d'ambition et de froideur émotionnelle. L'homme qui était encore capable de colère juste et d'amour inconditionnel. La table du coin offrait une vue privilégiée sur la rue animée, mais Ricardo n'avait d'yeux que pour les 2 fillettes assises en face de lui. Sofia regardait autour d'elle avec un mélange de fascination et de malaise, comme si elle craignait qu'à tout moment quelqu'un ne découvre qu'elle n'appartenait pas à ce monde de marbre poli et de cristaux étincelants. Anna restait collée au bras de sa sœur, ses grands yeux absorbant chaque détail de l'environnement avec l'intensité de quelqu'un qui voit la magie pour la première fois. Le serveur s'approcha avec une courtoisie forcée, tendant 3 menus reliés en cuir véritable. Ricardo observa Sofia prendre le sien à 2 mains, comme s'il s'agissait d'un objet sacré qui pourrait se briser à la moindre négligence. Quand elle l'ouvrit, son visage exprima une confusion si profonde que son cœur se serra. « Je ne sais pas très bien lire », chuchota Sofia, ses joues rougissant de honte. L'institutrice du refuge m'apprenait, mais nous sommes partis avant que j'apprenne correctement. Le naturel avec lequel l'enfant admettait sa limitation, sans apitoiement ni ressentiment, simplement comme un fait de la vie, révéla à Ricardo une autre couche de l'injustice à laquelle ses filles faisaient face quotidiennement. Combien d'opportunités éducatives avaient-elles perdues ? Combien de droits fondamentaux leur avaient été refusés simplement parce qu'elles étaient nées dans des circonstances défavorables ? « Ne t'inquiète pas, dit-il en rapprochant sa chaise de la sienne. Je vais te lire. Voyons voir. Ils ont des sandwichs, des soupes chaudes, des pâtes, des desserts ?» En lisant le menu, Ricardo remarqua comment Sofia écoutait chaque mot avec une attention religieuse, comme si elle mémorisait un poème épique. Lorsqu'il mentionna le gâteau au chocolat avec de la glace à la vanille, ses yeux s'écarquillèrent au point qu'ils semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. « Gâteau au chocolat », répéta-t-elle, comme si les mots venaient d'une langue étrangère. « Vraiment ? Comme ceux qu'on voit dans la vitrine de la boulangerie ? Encore meilleur, assura Ricardo, surpris par son propre enthousiasme. Celui-ci est fait par un chef qui a étudié en France. Sofia se tourna vers Anna, traduisant en chuchotements excités, « Anna, ils ont du vrai gâteau au chocolat, celui qu'on a toujours rêvé de manger. » Anna hocha timidement la tête, un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. C'était la première expression de joie authentique que Ricardo avait vue en elle. Et la vue de ce petit visage s'illuminant était comme regarder le lever du soleil après une nuit sans fin. « Et que désirez-vous manger ?» demanda le serveur, sa voix empreinte d'une impatience mal dissimulée. Sofia regarda de nouveau le menu. Puis Ricardo. Puis Anna. La responsabilité de choisir semblait écrasante pour une enfant habituée à accepter la moindre miette que la vie lui offrait. « Je peux choisir n'importe quoi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « N'importe quoi », confirma Ricardo. « Et tu peux commander autant de choses que tu veux. Aujourd'hui, vous mangez comme des reines. » Sofia resta silencieuse pendant de longues minutes, ses petits doigts traçant les pages du menu comme si chaque option était un univers de possibilités infinies. Finalement, elle leva les yeux avec une détermination qui surprit Ricardo. « Je veux un petit pain au lait, » dit-elle, son choix sonnant presque comme une confession. Un petit pain au lait vraiment frais, sans verre dessus. La simplicité de ce choix frappa Ricardo comme un coup de poing à l'estomac. Au milieu de tant d'options luxueuses, l'enfant avait choisi exactement ce qui lui avait été refusé dans la première scène à laquelle il avait assisté. Pas le gâteau au chocolat qui l'avait fasciné, pas les plats élaborés qu'elle n'avait jamais goûtés, mais simplement un petit pain au lait frais, la version digne de ce qu'elle avait été forcée de trouver dans les ordures. « Et pour Anna ?» demanda Ricardo, la voix étranglée par une émotion qu'il peinait à contrôler. Sofia se pencha vers sa petite sœur, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Anna hocha vigoureusement la tête, puis se cacha de nouveau derrière le bras de Sofia. « Elle veut la même chose que moi », traduisit Sofia. Mais elle hésita, se mordant nerveusement la lèvre inférieure.
Pouvons-nous en prendre un petit morceau pour notre autre petite sœur? Le monde de Ricardo s'arrêta. Ses mains devinrent froides sur le menu, son cœur battait la chamade comme s'il avait reçu un choc électrique. Votre autre petite sœur? Oui, confirma Sofia, inconsciente de l'impact dévastateur de ses paroles. La toute petite. Elle n'a que 2 ans, alors elle ne peut pas marcher très loin pour chercher de la nourriture. On la laisse toujours dans notre petit coin, cachée, pour que personne ne la trouve. La révélation qu'il y avait un 3e enfant, encore plus petite et vulnérable, attendant quelque part que ses sœurs reviennent avec de la nourriture, frappa Ricardo avec la force d'une avalanche. 3 enfants, 3 petites vies précieuses survivant dans l'ombre d'une ville qui faisait semblant de ne pas les voir. Bien sûr que vous pouvez en prendre, parvint-il à dire, sa voix lui paraissant lointaine. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Alors que le serveur notait la commande, 3 petits pains au lait, 3 verres de lait au chocolat et une tarte entière à partager, Ricardo luttait pour assimiler l'ampleur de la responsabilité qu'il avait prise sans le savoir. Ce n'était pas seulement 2 enfants qui avaient besoin d'aide. C'était 3. Et s'il y en avait 3 ici, combien d'autres étaient dispersés dans la ville, invisibles pour les gens comme lui qui vivaient à l'abri dans des tours d'ivoire? Sofia lui prit la main par-dessus la table, ses yeux brillant d'une gratitude déchirante. Merci d'être la première personne qui ne nous a pas chassés, dit-elle. Anna et moi savions qu'un jour quelqu'un de bien apparaîtrait. On ne savait juste pas que ce serait aujourd'hui. À cet instant, en regardant ces 2 visages sales mais rayonnants d'espoir, Ricardo réalisa que sa vie s'était définitivement scindée en 2 parties, avant et après cette rencontre dans la ruelle. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le trajet jusqu'au domicile des fillettes fut un voyage à travers des couches invisibles de la ville que Ricardo n'avait jamais imaginé exister. Sofia guidait le groupe avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque pierre descellée, chaque nid de poule dans l'asphalte, chaque ombre qui offrait protection ou danger. Elle portait un sac avec les petits pains au lait supplémentaires qu'ils avaient commandés, le protégeant comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. C'est juste là, dit-elle en désignant une structure cachée sous un viaduc abandonné à la périphérie du centre commercial. On aime bien là parce que quand il pleut, l'eau n'entre pas beaucoup. En s'approchant, Ricardo commença à distinguer des détails qui lui retournèrent l'estomac. Ce qu'il avait imaginé être un simple abri de fortune se révéla être un chef-d'œuvre de survie enfantine. Des boîtes en carton avaient été soigneusement entrelacées avec des plastiques et des morceaux de tissu, créant des murs qui offraient une illusion d'intimité et de protection. Une vieille planche servait de porte et de petites pierres disposées autour de la structure suggéraient une sorte de système de drainage primitif. « Anne, va chercher la petite », chuchota Sofia. « Dis-lui qu'on a apporté de la bonne nourriture. » Anna disparut par une ouverture latérale de la structure, et quelques secondes plus tard, en ressortit portant dans ses bras un enfant si petit et si fragile que Ricardo sentit ses jambes fléchir. La fillette de 2 ans était une version encore plus vulnérable de ses sœurs. Des cheveux bouclés couverts de saleté, des vêtements qui n'étaient guère plus que des haillons, mais des yeux qui brillaient de la même lumière indomptable que les 2 autres. « Voici Leia », présenta Sofia avec une fierté maternelle déchirante. « C'est notre bébé. On s'occupe d'elle depuis que nos parents sont allés au ciel. » Leia observa Ricardo avec plus de curiosité que de peur, ses doigts minuscules jouant avec le collier sale qu'elle portait, apparemment le seul jouet qu'elle possédait. Quand Sofia lui montra le petit pain au lait frais, les yeux de l'enfant s'écarquillèrent et elle frappa dans ses mains avec une joie si pure que Ricardo sentit des larmes monter à ses yeux. « Vous vivez toutes les 3 ici seules ?» demanda-t-il, sa voix sortant plus rauque que prévu. « Depuis combien de temps ?» « Environ 6 mois, répondit Sofia avec le naturel de quelqu'un qui parle du temps qu'il fait. Au début, c'était difficile parce que Leia pleurait beaucoup et les gens se fâchaient. Mais on a appris à la faire taire quand il y a des gens autour. La révélation qu'un enfant de 2 ans avait été entraîné à réprimer ses instincts naturels de communication pour assurer la sécurité du groupe fut comme une gifle à la conscience de Ricardo. Combien de nuits ces enfants avaient-elles passé sans sommeil, affamés et frigorifiés, réconfortant un bébé qui ne comprenait pas pourquoi sa vie était si différente des histoires que vivaient d'autres enfants? « Et quand vous tombez malade ?» demanda-t-il en observant les conditions précaires qui les entouraient. « Anna sait faire du thé avec des feuilles qu'elle trouve », expliqua Sofia en s'asseyant par terre et en commençant à diviser soigneusement l'un des petits pains en 3 parties exactement égales. « Et quand on a une grosse fièvre, on va à l'église le dimanche parce qu'il y a la climatisation. » La simplicité dévastatrice de ces solutions de fortune révéla à Ricardo l'étendue de la créativité et de la résilience que ses enfants avaient développées pour survivre.
Elles avaient créé un système de vie complet basé sur des ressources que la plupart des adultes considéreraient comme inadéquates, même pour des animaux de compagnie. Leia grignotait son morceau de petit pain avec une concentration absolue, chaque bouchée savourée comme si c'était le premier repas de sa vie. Quand elle eut fini, elle s'approcha timidement de Ricardo et tendit ses petites mains sales vers lui. « Elle veut que vous la preniez dans vos bras », traduisit Sophia. « Elle aime les gens qui sentent bon. » Ricardo hésita un instant. Quand avait-il tenu un enfant pour la dernière fois? Quand quelqu'un lui avait-il montré une confiance aussi absolue en sa bonté? Avec des gestes précautionneux, il souleva Leia, surpris par la légèreté alarmante de son petit corps. L'enfant se blottit contre sa poitrine comme un chaton cherchant la chaleur, et Ricardo sentit quelque chose de fondamental se reconfigurer dans son cœur. La sensation de protéger quelque chose de si petit et sans défense éveilla des instincts qu'il ne savait pas posséder, une tendresse primitive qui balaya des décennies de détachement émotionnel. « Monsieur », dit Sophia en observant la scène avec un sourire qui transforma complètement son visage. « Vous êtes comme un papa. » L'observation innocente frappa Ricardo comme la foudre. Père, un mot qu'il avait banni depuis longtemps de son vocabulaire, avec des concepts comme famille, foyer et amour inconditionnel. Sa vie avait été construite autour d'acquisition et de réussite, non de soins et de protection. « Vous savez, dit-il, la voix chargée d'une détermination qui le surprit lui-même. Vous ne devriez pas vivre comme ça. Vous méritez une vraie maison, avec des lits chauds, de la nourriture dans le réfrigérateur et des adultes qui s'occupent de vous. » Sophia le regarda avec une sagesse précoce qui lui brisa le cœur. « Nous le savons, monsieur, mais nous savons aussi que le monde n'est pas juste. Notre maîtresse du refuge disait qu'il fallait être forte parce que les gens ne seraient pas toujours bons avec nous. » La résignation mûre de cet enfant de 6 ans face à l'injustice systémique à laquelle elle était confrontée éveilla en Ricardo une colère qu'il ne savait plus être capable de ressentir. Non pas la colère froide et calculée des affaires, mais une fureur protectrice brûlante qui exigeait une action immédiate. Alors qu'il regardait les 3 sœurs partager affectueusement les derniers morceaux de petit pain, prenant soin les unes des autres avec une dévotion que la plupart des adultes ne manifestaient même pas pour eux-mêmes, Ricardo prit une décision qui allait changer toute leur vie pour toujours. Elle ne passerait pas une nuit de plus dans cet endroit. Ricardo avait passé 3 jours à transformer l'une des chambres d'amis de son manoir en un refuge adapté pour les 3 fillettes. Des lits neufs, des vêtements colorés, des jouets éducatifs. Chaque achat était une tentative de compenser des années de privation en quelques heures. Voir Sophia, Anna et Leia explorer timidement leur nouvel environnement, touchant chaque objet comme s'il était en cristal pur, comblait un vide dans son âme dont il ignorait même l'existence. Le jeudi matin, alors qu'il regardait Leia jouer avec une nouvelle poupée dans le jardin et les 2 aînés feuilleter des livres illustrés dans la bibliothèque, Ricardo ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Pour la première fois de sa vie d'adulte, sa maison ressemblait vraiment à un foyer. Le son de la sonnette d'entrée déchira la tranquillité matinale comme une sirène d'alarme. Ricardo fronça les sourcils. Il n'attendait personne et avait demandé à son assistante d'annuler tous ses rendez-vous de la semaine pour se consacrer entièrement aux filles. En ouvrant la porte, il se retrouva face à la dernière personne qu'il voulait voir, sa sœur, Patricia Vance. À 45 ans, Patricia Vance portait la beauté froide de la haute société comme une armure. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son tailleur de créateur impeccable et ses bijoux discrets mais coûteux proclamaient son statut social à des kilomètres à la ronde. Mais c'était son regard qui révélait sa vraie nature, calculateur, avide et dépourvu de la moindre étincelle de compassion authentique. « Ricardo », dit-elle en entrant dans la maison sans attendre d'invitation. « Nous devons parler de toute urgence. »« Patricia », répondit-il en fermant la porte à contre-cœur. « Ce n'est pas le bon moment. Je suis occupé avec 2 mendiantes que tu as ramenées à la maison comme s'il s'agissait de chiots errants. » Sa voix coupa l'air comme un rasoir. « Oui, je sais tout. Toute la ville parle de ta crise de la quarantaine. » Ricardo sentit son sang bouillir. La façon dont elle parlait des filles, comme si elles étaient des objets jetables, éveilla en lui le même instinct protecteur qui avait émergé dans le bistrot, mais amplifié par l'intimité émotionnelle qu'il avait développée avec les enfants. « Elles ont des noms, dit-il, la voix dangereusement basse. Sophia, Anna et Leia. Et ce ne sont pas des mendiantes. Ce sont des enfants qui avaient besoin d'aide. » Patricia rit, un son glaçant qui résonna dans la maison comme du verre brisé. « Oh, Ricardo, toujours l'idéaliste. Crois-tu vraiment que tu fais quelque chose de noble ?
Tu joues à la poupée avec des gamines des rues tout en compromettant l'avenir de notre famille. Quel avenir? Explosa Ricardo. L'avenir où tu hérites de la moitié de tout ce que j'ai construit sans n'avoir absolument rien apporté d'autre que des critiques et de la cupidité. Les yeux de Patricia brillèrent d'une froideur qui rappela à Ricardo pourquoi il s'était éloigné d'elle des années auparavant. Notre père n'a pas bâti cet empire pour que tu le dilapides en charité mal avisée. Et je ne resterai pas les bras croisés à te regarder t'impliquer émotionnellement avec ces créatures. Créatures. Le mot sortit comme un rugissement. Mais tu parles de 3 enfants orphelines qui mouraient littéralement de faim dans les rues de cette ville. Et combien d'autres y en a-t-il? Rétorqua Patricia en faisant un geste dramatique. Vas-tu toutes les adopter? Vas-tu transformer notre héritage familial en orphelinat? Pour l'amour de Dieu, Ricardo, serre-toi de ta tête. Ces filles ne sont que les premières. Bientôt, tu auras une file d'opportunistes qui frapperont à ta porte. C'est alors que Sofia apparut en haut de l'escalier, son expression confuse alternant entre Ricardo et la femme élégante qui parlait d'elle comme d'une peste. Anna suivit de près, portant Leia, et les 3 enfants descendirent lentement les marches, attirés par la dispute qui résonnait dans la maison. Patricia les regarda avec une expression de dégoût à peine voilée. Ah, quelle coïncidence! Les vedettes du spectacle sont arrivées. Monsieur Vance, chuchota Sofia en s'approchant de lui avec hésitation. La dame est en colère contre nous? On a fait quelque chose de mal? L'innocence de la question et la peur authentique sur le visage de l'enfant frappèrent Ricardo comme un coup de poing à l'estomac. Voir Sofia, qui avait fait preuve d'un courage extraordinaire pour protéger ses jeunes sœurs, se recroqueviller devant la cruauté désinvolte de Patricia éveilla en lui une fureur qui menaçait de consumer toute son éducation civilisée. « Non, ma chérie, dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes parfaite exactement comme vous êtes. » Patricia souffla d'impatience. « Ricardo, arrête cette mascarade. Tu te comportes comme un adolescent rebelle, pas comme le PDG d'un conglomérat multimillionnaire. Ces enfants ne sont pas ta responsabilité. » Elles le sont maintenant, répondit Ricardo en se relevant et en se plaçant entre Patricia et les filles. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors il est peut-être temps pour nous de réévaluer notre relation familiale. Notre relation familiale? Les yeux de Patricia lancèrent des éclairs dangereux. Tu menaces de me déshériter à cause de 3 mendiantes. Arrête de les appeler comme ça. Le cri de Ricardo fit que les filles se serrèrent encore plus les unes contre les autres. Et oui, si nécessaire, j'envisage toutes les options. Patricia fit un pas en arrière, son masque de supériorité glissant un instant pour révéler une panique sous-jacente. La possibilité réelle de perdre son héritage, l'argent qu'elle considérait déjà en partie comme le sien, était un territoire complètement nouveau et terrifiant. « Tu le regretteras, dit-elle, la voix tremblante de rage contenue. Tu penses pouvoir simplement réécrire toute notre histoire familiale sur un coup de tête émotionnel. Je ne te laisserai pas détruire tout ce pour quoi notre famille a travaillé. » Notre famille? Ricardo rit amèrement. Dis-moi, quand as-tu montré le moindre intérêt pour la famille au-delà des aspects financiers? Quand as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais ou si j'avais besoin de quelque chose d'autre qu'une signature sur des documents d'héritage? Patricia ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas de mots. La vérité des accusations de Ricardo flottait dans l'air comme une brume toxique, impossible à nier ou à expliquer. « Je te laisse le temps de digérer ça, » dit Ricardo en se dirigeant vers la porte. Mais que les choses soient bien claires. Ces filles font maintenant partie de ma vie. Si tu ne peux pas l'accepter, alors tu as choisi ton camp. Alors que Patricia sortait en trombe, ces derniers mots résonnèrent dans la maison comme une promesse sinistre. « Ce n'est pas fini, Ricardo. Tu découvriras que tu t'en es pris à la mauvaise personne. » Sofia tira sur la manche de sa chemise. « Monsieur, allons-nous devoir partir à cause de nous ?» Ricardo regarda ses 3 petits visages inquiets et sentit sa résolution se solidifier comme de l'acier trempé. « Jamais, dit-il en les serrant toutes les 3 dans ses bras. Vous êtes à la maison, et je protégerai notre famille de quiconque essaiera de vous faire du mal. » À cet instant, Ricardo n'avait aucune idée que Patricia était déjà en train de formuler un plan qui mettrait sa détermination à l'épreuve au-delà de toutes les limites imaginables. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation avec Patricia, et Ricardo commençait à croire que sa sœur avait peut-être enfin accepté la nouvelle réalité. Les filles s'épanouissaient dans leur nouvel environnement. Sofia avait commencé à lire des livres pour enfants avec une rapidité impressionnante, Anna souriait chaque jour un peu plus,
et Leia avait fait ses premiers pas chancelants dans le jardin, toujours en direction des bras sûrs de Ricardo. Le lundi matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble sur la terrasse ensoleillée, un rituel devenu sacré pour lui, Ricardo reçut un appel qui lui glaça le sang. C'était Marcus, son avocat personnel depuis plus de 15 ans. « Ricardo, nous devons nous voir de toute urgence », dit Marcus, sa voix chargée d'une inquiétude que Ricardo entendait rarement. « Ta sœur a déposé une requête au tribunal, affirmant que tu es mentalement et émotionnellement inapte à gérer tes propres affaires. » La fourchette glissa de la main de Ricardo, cliquetant contre l'assiette avec un son métallique qui fit que les filles le regardèrent avec inquiétude. Sofia, toujours la plus perspicace, s'approcha instinctivement et lui prit la main. « Que allait-elle exactement ?» demanda Ricardo, luttant pour garder sa voix stable devant les enfants. « Instabilité émotionnelle grave, décision irrationnelle impliquant les ressources familiales. » Marcus hésita. « Comportement inapproprié avec des mineurs. »« Ricardo, elle dresse un portrait très dangereux de toi. » L'accusation frappa Ricardo comme la foudre. L'idée que quelqu'un puisse déformer son amour paternel pour ses enfants en quelque chose de sordide et de criminel lui retourna l'estomac. Il regarda Sofia, Anna et Leia, 3 petits anges qui avaient transformé sa maison en foyer, qui lui avaient appris le vrai sens de la famille, et sentit une rage qui menaçait de le consumer entièrement. « A-t-elle présenté des preuves ?» demanda-t-il, la voix dangereusement basse. « Des photos prises à distance de vous ensemble, des témoignages de témoins inquiets sur ton comportement erratique, et une analyse psychologique basée sur, eh bien, des rumeurs et des spéculations. » Mais, Ricardo, dans des cas comme celui-ci, l'accusation initiale suffit à causer des dommages irréparables à ta réputation. Après avoir raccroché, Ricardo resta assis en silence, essayant d'assimiler l'ampleur de la trahison de sa sœur. Elle n'attaquait pas seulement sa stabilité financière, elle attaquait son intégrité morale, sa réputation et potentiellement sa capacité à protéger les filles. « Monsieur, tu es triste ?» demanda Sofia en grimpant sur ses genoux avec le naturel d'une véritable fille. « On a fait quelque chose qui t'a inquiété ?» « Non, mon amour, répondit-il en la serrant fort. Vous êtes la chose la plus précieuse de ma vie. C'est juste que certains adultes font parfois des choses pas très gentilles quand ils sont jaloux. » Anna s'approcha timidement, lui offrant sa poupée préférée. « Monsieur, quand je suis triste, je serre la princesse Rose dans mes bras, et elle m'aide à me sentir mieux. Tu peux la serrer aussi. » La générosité innocente de l'enfant, offrant son bien le plus précieux pour le réconforter, faillit faire fondre Ricardo en larmes. Comment Patricia pouvait-elle regarder ses enfants purs et y voir autre chose que de l'amour et de la lumière? Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Hélène, son assistante de direction, et sa voix était chargée d'une tension que Ricardo n'avait jamais entendue auparavant. « Monsieur Vance, nous avons un grave problème. La presse économique publie des articles remettant en question votre capacité de leadership. L'action de l'entreprise a chuté de 12% depuis hier, et 3 de nos plus gros investisseurs ont demandé des réunions d'urgence. » Ricardo ferma les yeux, sentant le poids de la stratégie coordonnée de Patricia se refermer sur lui comme un filet. Elle ne l'attaquait pas seulement sur le plan juridique et social, elle visait le cœur de son empire commercial, sachant que son identité professionnelle avait été son ancre émotionnelle pendant des décennies. « Hélène, annulez toutes les réunions cette semaine et préparez une déclaration officielle affirmant que toute rumeur sur ma stabilité mentale est complètement infondée et potentiellement criminelle. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il serait peut-être préférable que vous fassiez quelques apparitions publiques pour calmer le marché. Votre absence est interprétée comme une confirmation des rumeurs. » Mais Ricardo regarda les 3 fillettes jouer innocemment autour de lui et sut qu'il n'y avait aucun choix à faire. Elles avaient passé des années à être abandonnées par des adultes qui étaient censés les protéger. Il ne serait pas un de plus. « Hélène, j'ai des responsabilités plus importantes maintenant. L'entreprise a survécu à des crises auparavant et survivra à celle-ci aussi. » Après avoir raccroché, Ricardo remarqua que Sofia avait écouté la conversation avec l'attention précoce d'une enfant qui avait appris à identifier le danger dans la voix des adultes. « Monsieur, dit-elle, sa petite voix chargée d'une maturité déchirante. Si nous partons, seras-tu moins inquiet ? » La question frappa Ricardo comme un coup de poignard. Voir cet enfant de 6 ans offrir de sacrifier la seule stabilité qu'elle avait connue pour le protéger révéla la profondeur de l'amour qui avait grandi entre eux. « Sofia, écoute-moi attentivement, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur et en tenant ses petites mains précieuses. « Peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes qui surviennent, vous 3 êtes ma famille maintenant,
et les familles ne s'abandonnent pas. Même si les gens se fâchent contre toi, demanda Anna en se joignant à la conversation. Surtout quand les gens se fâchent contre moi, répondit Ricardo en serrant les deux filles dans ses bras. Parce que cela signifie que je fais ce qui est juste. Leia, qui jouait avec des blocs de bois sur le tapis, se leva en chancelant et se dirigea vers Ricardo, tendant ses petits bras pour être prise. Quand il la souleva, elle posa sa tête sur son épaule et chuchota le premier mot clair qu'il n'avait jamais entendu prononcer, « Papa ». À cet instant, avec les trois fillettes blotties contre lui comme des lionceaux cherchant protection, Ricardo prit une décision qui allait tout changer. Il se battrait contre Patricia jusqu'au bout, mais plus important encore, il protégerait sa nouvelle famille, quel qu'en soit le coût. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Patricia était en réunion avec des assistantes sociales, semant des graines de doute qui allaient bientôt éclore en une tempête menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit avec ses filles. Le jeudi après-midi se déroulait dans une tranquillité trompeuse lorsque 3 voitures officielles se garèrent devant le manoir de Ricardo. Sofia, qui jouait dans le jardin avec ses sœurs, fut la première à remarquer les silhouettes en uniforme qui sortaient des véhicules. Son expression passa instantanément du contentement enfantin à la terreur absolue de quelqu'un qui avait appris à craindre l'autorité. « Anna, Leia, courez !» cria-t-elle, sa voix chargée d'une panique qui fit que Ricardo sortit en trompe de la bibliothèque où il travaillait sur son ordinateur. Lorsqu'il atteignit le jardin, il trouva Sofia poussant ses jeunes sœurs vers les buissons au fond de la propriété tandis que 3 assistantes sociales et 2 policiers s'approchaient de l'entrée principale. La scène était un cauchemar au ralenti, ses filles fuyant, terrorisées, et des inconnus avec des presse-papiers et des expressions professionnellement neutres envahissant le sanctuaire qu'il avait créé pour sa nouvelle famille. « Monsieur Vance ?» demanda une femme d'âge mûr en consultant ses papiers. « Je suis l'assistante sociale Margaret Torres. Nous avons reçu un signalement anonyme concernant une situation irrégulière potentielle impliquant des mineurs sous votre garde. Nous devons inspecter les conditions de vie et parler avec les enfants. » Ricardo sentit le monde tourner autour de lui. La froideur bureaucratique avec laquelle ces inconnus parlaient de ses filles, comme si elles étaient des objets à cataloguer et à redistribuer, éveilla en lui une colère primale qui menaçait d'exploser. « Signalement anonyme ?» demanda-t-il en luttant pour garder sa voix contrôlée. « Basé sur quelles allégations, exactement ?» Allégations selon lesquelles vous retenez 3 mineurs dans une situation potentiellement dangereuse sans la documentation légale appropriée ni l'autorisation de garde temporaire, récita l'assistante sociale comme si elle lisait une recette. Des questions ont également été soulevées quant à votre stabilité émotionnelle et vos motivations. Par la fenêtre du salon, Ricardo pouvait voir Sofia essayant de calmer Leia, qui pleurait silencieusement, tandis qu'Anna tenait fermement les mains des 2 sœurs. La terreur sur le visage des 3 enfants était si palpable qu'il sentit son cœur se briser. « Puis-je voir les documents du rapport ?» demanda-t-il en tendant la main. « Les signalements anonymes sont protégés par la confidentialité », répondit Margaret Torres, mais Ricardo nota un embarras dans sa voix qui suggérait qu'elle savait exactement qui avait fait le signalement. « Monsieur Vance, nous devons parler aux filles séparément. C'est la procédure standard. »« Séparément » Le mot sortit comme un rugissement. Ces enfants viennent de trouver une stabilité pour la première fois de leur vie. Vous allez les traumatiser davantage en les séparant. L'un des policiers s'avança, la main nonchalamment posée sur son étui. « Monsieur, restons civils. Nous ne faisons que notre devoir. » C'est alors que Ricardo entendit un cri qui lui glaça le sang. Sofia avait été trouvée par les assistantes sociales et était doucement mais fermement séparée de ses jeunes sœurs. Anna pleurait de manière incontrôlable, tendant les bras vers sa sœur aînée, tandis que Leia se recroquevillait simplement comme un animal blessé. « S'il vous plaît, ne nous séparez pas », supplia Sofia, sa voix chargée d'un désespoir qui coupa l'air comme une lame. « Elles sont tout ce que j'ai. Nous promettons d'être sages. Promis de ne pas causer de problème. » La scène était dévastatrice. Voir ces 3 enfants qui avaient survécu ensemble dans la rue être séparés de force par des inconnus bien intentionnés, complètement inconscients de leur histoire, alluma en Ricardo une fureur qui menaçait de consumer toute sa rationalité. « Arrêtez !» cria-t-il en se précipitant vers le groupe. « Vous ne comprenez pas. Ce sont des orphelines qui ont pris soin les unes des autres pendant des mois. Les séparer est une pure cruauté. »« Monsieur Vance », dit Margaret Torres avec la patience professionnelle de quelqu'un qui avait traité des milliers de cas similaires. « Je comprends votre inquiétude, mais ces enfants ont besoin d'une évaluation individuelle pour déterminer le meilleur plan d'action pour chacune. » « Le meilleur plan d'action ?»
Ricardo sentit sa voix monter d'une octave. Le meilleur plan d'action est de les laisser là où elles sont heureuses, en sécurité et aimées. Malheureusement, l'amour ne suffit pas aux yeux de la loi, répondit l'assistante sociale, faisant signe à ses collègues de poursuivre le processus de séparation. Ces enfants ont besoin de documents légaux, d'une évaluation psychologique et d'un placement dans des foyers d'accueil agréés. Sophia fut placée dans l'une des voitures officielles, ses larmes laissant des traînées brillantes sur son visage alors qu'elle tendait le cou pour maintenir le contact visuel avec ses sœurs. Anna et Leia furent dirigées vers des véhicules séparés, leurs cris de protestation résonnant dans le jardin comme une symphonie de cœurs brisés. « Monsieur Vance » cria Sophia par la fenêtre de la voiture. « Ne les laissez pas nous séparer. Vous avez promis que nous resterions ensemble. » L'accusation innocente mais dévastatrice frappa Ricardo comme une balle en pleine poitrine. Il avait promis de les protéger. Il avait juré qu'elle ne connaîtrait plus jamais l'abandon. Et maintenant, il regardait, impuissant, le système censé protéger les enfants les traumatiser encore plus. « Je viendrai vous chercher », cria-t-il en retour, courant après les voitures qui commençaient déjà à bouger. « Je promets de vous ramener. Ne perdez pas espoir en moi. » Margaret Torres posa une main sur son épaule avec une compassion feinte. « Monsieur Vance, je sais que c'est difficile, mais c'est pour le mieux pour toutes les personnes impliquées. Les enfants seront placés dans des foyers temporaires appropriés pendant que nous résolvons la situation juridique. » « Des foyers temporaires séparés, » dit Ricardo, la voix chargée d'une amertume qui le surprit lui-même. « Vous allez détruire la seule famille qu'elles connaissent au nom de la bureaucratie. Il est parfois nécessaire de causer une douleur temporaire pour assurer un bien-être à long terme, » répondit-elle en rangeant ses papiers comme si elle venait d'accomplir une autre tâche de routine. Alors que les voitures disparaissaient au tournant de la rue, emportant avec elles les 3 morceaux de son cœur qu'il ne savait même pas posséder, Ricardo tomba à genoux au milieu de son jardin parfait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plus de rires d'enfants, plus de petits pieds courant dans la maison, plus de voix appelant Monsieur Vance avec une joie authentique. Son manoir, qui pendant des semaines avait été un foyer plein de vie et d'amour, redevint une simple structure vide et froide. Mais cette fois, la solitude était 1000 fois pire, car maintenant, il savait exactement ce qu'il avait perdu. Et quelque part dans la ville, 3 fillettes pleuraient dans des endroits différents, se demandant si l'adulte qu'elles avaient appris à aimer comme un père serait juste un autre de ceux qui les abandonnaient quand les choses devenaient difficiles. Ricardo ne dormit pas pendant 3 jours consécutifs. Son bureau était couvert de documents juridiques, de listes de foyers de groupe et de familles d'accueil, et de dizaines de numéros de téléphone griffonnés sur des serviettes et des bouts de papier. Ses yeux étaient rouges et gonflés, sa barbe naissante lui donnait une apparence sauvage, et ses vêtements froissés racontaient l'histoire d'un homme qui avait complètement abandonné son apparence méticuleuse au profit d'une obsession singulière, retrouver ses filles. Marcus, son avocat, l'observait avec une inquiétude croissante alors que Ricardo passait son 15e appel de la matinée, essayant de retrouver la trace de Sophia, Anna et Leia dans le labyrinthe bureaucratique du système de protection de l'enfance. « Oui, je comprends que vous ne pouvez pas divulguer d'informations sur des mineurs. Mais je suis la seule famille qu'elles connaissent, » dit Ricardo au téléphone, la voix rauque à force de répéter la même explication. « Non, je n'ai pas encore la garde légale, mais nous y travaillons. » « Comment ça, elles ont été transférées dans un autre comté ?» Quand il raccrocha, Ricardo frappa du poing sur la table si fort que Marcus sursauta. « Elles ont été dispersées dans 3 villes différentes, » dit-il, la voix remplie d'une désolation déchirante. « Sophia est dans un foyer de groupe à 2 heures d'ici. Anna est allée dans une famille d'accueil dans une autre direction. Et personne ne veut me dire où est Leia. »« Ricardo, » dit Marcus avec précaution, « nous devons aborder cela de manière plus stratégique. Ta sœur utilise ton désespoir contre toi. Plus tu parais instable. » « Instable ?» Ricardo rit amèrement. « Marcus, j'ai 3 enfants terrifiés, dispersés à travers la région, pris en charge par des étrangers qui ne connaissent pas leurs histoires, leurs peurs, leurs besoins. Sophia passe probablement ses nuits éveillée à s'occuper d'autres enfants parce que c'est ce qu'elle a toujours fait. Anna se referme sur elle-même parce que c'est ainsi qu'elle réagit quand elle se sent abandonnée. Et Leia ? Sa voix se brisa. Leia est encore un bébé. Elle ne comprend pas pourquoi son papa a simplement disparu. Le téléphone sonna, interrompant ce moment de vulnérabilité. Ricardo répondit avec un espoir désespéré, mais la voix à l'autre bout du fil lui glaça le sang. « Bonjour, petit frère, » dit Patricia, sa voix empreinte d'une satisfaction venimeuse. « J'ai entendu dire que tu étais un peu perdu ces derniers temps. »
Patricia, gronda Ricardo. C'est toi qui as fait le signalement anonyme. Moi? Quelle grave accusation, rit-elle, un son glaçant qui résonna à travers le téléphone. J'ai simplement exprimé une préoccupation légitime pour le bien-être d'enfants vulnérables qui étaient gardés par quelqu'un en proie à une crise émotionnelle évidente. Où sont-elles? Demanda Ricardo, la voix dangereusement basse. Je sais que tu as des informations. Tes relations dans le système juridique sont trop étendues pour que tu ne le saches pas. Même si je le savais, répondit Patricia avec une fausse innocence, pourquoi aiderais-je quelqu'un qui m'a menacé de me déshériter? Quelqu'un qui a choisi 3 gamines des rues plutôt que sa propre famille? Ricardo sentit une rage si intense que ses mains tremblèrent. Elles sont ma famille maintenant. Et si tu leur as fait le moindre mal? Oh, Ricardo, l'interrompit Patricia. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de leur faire du mal. Le système le fait pour moi. Chaque jour qu'elles passent loin de toi. Chaque nuit où elles pleurent en appelant un papa qui ne peut pas les protéger. Chaque traumatisme qu'elles accumulent en étant abandonnées à nouveau. Tout cela se produit en ce moment même. La cruauté calculée des mots de Patricia frappa Ricardo comme une série de coups de poing à l'estomac. Elle ne l'attaquait pas seulement lui, elle utilisait la souffrance de 3 enfants innocentes comme une arme psychologique. « Que veux-tu » demanda-t-il, sa voix sortant comme un murmure de défaite. « Ah, maintenant nous y venons » dit Patricia, et Ricardo pouvait entendre le sourire venimeux dans sa voix. « Je veux une déclaration publique où tu reconnais avoir connu une instabilité émotionnelle temporaire. Je veux que tu renonces au contrôle actif de l'entreprise en faveur d'un conseil d'administration que je nommerai. Et je veux une garantie légale que tu ne tenteras pas d'adopter ou de prendre la garde d'aucun enfant pendant les 5 prochaines années. » Le silence qui suivit était chargé d'une tension qui fit que Marcus retint son souffle. Ricardo était contraint de choisir entre son identité professionnelle, sa fierté personnelle et les 3 enfants qui étaient devenus le centre de son univers émotionnel. « Et si je fais ça, demanda-t-il enfin, tu garantis qu'elles seront réunies et placées dans une bonne famille. Je ferai de mon mieux pour influencer le système en leur faveur, répondit Patricia avec le flou calculé d'une politicienne chevronnée. Mais comprends bien, Ricardo, même si elles sont réunies, tu ne pourras plus jamais les approcher. C'est la conséquence de tes choix. Ricardo ferma les yeux, visualisant les visages de Sofia, Anna et Leia. Il se souvint du sourire de Sofia quand elle réussit à lire sa première phrase complète. Il se rappela Anna lui offrant sa poupée préférée pour le réconforter quand il était triste. Il revécut le moment où Leia l'appela papa pour la première fois. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu as jusqu'à demain midi, » répondit froidement Patricia. « Après cela, je peux te garantir que les filles seront transférées dans des foyers encore plus éloignés. Qui sait, peut-être même adoptées séparément par des familles qui ne savent même pas qu'elles sont sœurs. » La ligne se coupa, laissant Ricardo seul avec le poids d'une décision impossible. Marcus l'observa en silence, reconnaissant qu'il n'y avait pas de mots de réconfort appropriés pour ce moment. « Marcus, » dit finalement Ricardo, sa voix chargée d'une détermination qui surprit les 2 hommes. « Annule tous mes rendez-vous pour les prochains mois. Nous intentons un procès contre Patricia pour manipulation du système judiciaire et extorsion émotionnelle. Et nous allons le faire pendant que j'utilise toutes les relations, toutes les faveurs qu'on me doit, toutes les ressources à ma disposition pour retrouver mes filles. » Ricardo, cela pourrait te ruiner financièrement et socialement, l'avertit Marcus. Ricardo regarda par la fenêtre de son bureau, voyant le jardin où 3 enfants avaient joué joyeusement une semaine plus tôt. « Marcus, j'ai bâti un empire financier, mais j'ai perdu mon âme dans le processus. Ces filles m'ont rendu mon humanité. Si je dois choisir entre être riche et vide ou pauvre et père, le choix est évident. » À cet instant, avec la détermination d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose pour quoi se battre, Ricardo commença à planifier la bataille la plus importante de sa vie. Le tribunal était bondé ce vendredi matin. Journalistes, curieux et personnalités de la haute société se pressaient dans les galeries pour assister à ce que la presse avait surnommé l'affaire du millionnaire et des orphelines. Ricardo observa la foule avec un mélange de nausée et de détermination, sachant que sa vie privée était devenue un divertissement public. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les filles avaient été emmenées. 3 semaines d'enquêtes effrénées, de batailles juridiques et de nuits blanches qui avaient transformé Ricardo en une version fantomatique de lui-même, mais aussi 3 semaines qui avaient révélé l'ampleur de la manipulation de Patricia et renforcé sa détermination à se battre jusqu'au bout.
Marcus avait réussi à retrouver les filles. Sophia était dans un foyer de groupe surpeuplé en banlieue. Anna avait été placée dans une famille d'accueil qui s'occupait déjà de 6 autres enfants. Et Leia, la découverte la plus dévastatrice, était dans un hôpital pour enfants, ayant développé une dépression sévère qui l'empêchait de manger ou de dormir correctement depuis la séparation. Monsieur Vance, dit le juge, un homme de 60 ans à l'expression sévère, cette audience a été convoquée pour déterminer l'intérêt supérieur des mineurs Sophia, Anna et Leia, actuellement sous la garde de l'État. Êtes-vous au courant des allégations contre votre capacité à prendre soin de ces enfants? Je le suis, votre honneur, répondit Ricardo en se levant. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Et je voudrais répondre à chacune d'entre elles. Patricia était assise de l'autre côté de la salle d'audience, impeccablement vêtue et affichant une expression étudiée de préoccupation. À ses côtés, une équipe d'avocats coûteux organisait des piles de documents qui peignaient Ricardo comme un homme instable et potentiellement dangereux. Avant de continuer, dit le juge, je voudrais vous informer que j'ai reçu une demande inhabituelle. La mineure Sophia a demandé la permission de témoigner dans sa propre affaire. Bien que ce soit irrégulier pour une enfant de 6 ans, j'aimerais beaucoup entendre ce qu'elle a à dire, votre honneur, l'interrompit Ricardo, le cœur battant la chamade. Sophia est extraordinairement mûre pour son âge. Elle a le droit de parler de son propre avenir. Le murmure dans la salle d'audience augmenta lorsqu'un membre du personnel fit entrer Sophia. Ricardo sentit son monde s'arrêter en la voyant. La fillette qui s'était épanouie chez lui, qui avait pris du poids et des couleurs, qui avait appris à sourire sans peur, ressemblait maintenant à une version rétrécie d'elle-même. Ses nouveaux vêtements étaient propres mais mal ajustés. Ses cheveux étaient peignés à la hâte, et ses yeux brillants qui l'avaient captivé le premier jour, étaient ternis par la tristesse. Mais quand Sophia le vit, tout son visage s'illumina. « Monsieur Vance » cria-t-elle, essayant de courir vers lui avant d'être doucement retenue par le membre du personnel. « Sophia, dit le juge d'une voix plus douce, comprends-tu pourquoi tu es ici? » « Oui, monsieur le juge, répondit-elle, sa voix petite mais déterminée. Les gens veulent savoir si monsieur Vance est une bonne personne pour s'occuper de moi et de mes sœurs. Et que voudrais-tu nous dire à ce sujet? Sophia prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait pour le discours le plus important de sa vie. Monsieur Vance a été la première personne qui ne nous a pas chassés quand nous avons demandé de la nourriture. Il a été la première personne qui s'est fâchée quand quelqu'un a été méchant avec nous. Il a été la première personne qui a dit que nous méritions d'avoir une famille. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Ricardo. Dans le silence absolu de la salle d'audience, la voix enfantine de Sophia résonnait comme une prière. Avant de connaître monsieur Vance, je pensais que nous serions toujours seuls. Je pensais que les adultes n'étaient bons qu'à chasser les enfants ou à leur faire du mal quand ils se fâchaient. Sophia regarda directement Patricia. Mais cette dame là-bas a dit aux autres adultes que monsieur Vance était une mauvaise personne. Elle a menti. Patricia pâlit, ses avocats lui chuchotant urgemment à l'oreille. « Comment sais-tu qu'elle a menti » demanda le juge. « Parce que les méchantes personnes ne pleurent pas quand un enfant est triste, répondit Sophia avec une simplicité dévastatrice. Les méchantes personnes ne se réveillent pas au milieu de la nuit quand un enfant fait un cauchemar. Les méchantes personnes n'apprennent pas à faire des tresses juste parce qu'un enfant l'a demandé. Elle désigna Ricardo. Monsieur Vance a fait tout ça. Il nous a aimés quand nous ne savions même pas comment être aimés. Le silence dans la salle d'audience était absolu. Même les journalistes avaient cessé de griffonner dans leurs carnets. Sophia, dit le juge, la voix étranglée. Aimerais-tu retourner vivre avec monsieur Vance? Mes sœurs et moi voulons juste rester ensemble, répondit-elle. Nous promettons de ne pas causer de problème. Nous promettons d'être sages. Nous voulons juste que quelqu'un nous aime pour ce que nous sommes. Quand Sophia eut fini de parler, pas une seule personne dans la salle d'audience n'était pas émue. Même certains des avocats de Patricia semblaient mal à l'aise avec la situation. Je voudrais appeler un témoin de la défense, dit Marcus en se levant. Le docteur Elena Vasquez, psychologue pour enfants qui a évalué les filles pendant leur séjour avec monsieur Vance. Une femme d'âge mûr s'approcha de la barre des témoins. Votre honneur, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu des enfants traumatisés se remettre aussi rapidement que Sophia, Anna et Leia se sont remises sous la garde de monsieur Vance. Elles ont développé des liens affectifs sains, ont montré des progrès significatifs dans leur développement cognitif et émotionnel, et ont démontré tous les signes d'être dans un environnement sûr et aimant. Quelle est votre évaluation de leur séparation,
demanda le juge. Elle a été dévastatrice, répondit la psychologue sans hésitation. Leia a développé des symptômes de dépression sévère. Anna a régressé à des comportements qu'elle avait surmontés. Et Sophia a repris le rôle de principale pourvoyeuse de soins en essayant de protéger les autres enfants du foyer de groupe, parce que c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Elle regarda directement Ricardo. Ces enfants n'ont pas besoin d'institutions ou de familles temporaires. Elles ont besoin de rentrer à la maison. Quand ce fut au tour de Patricia de témoigner, son ancienne assurance s'était évaporée. Sous le poids des témoignages émotionnels et des preuves évidentes que ses motivations étaient purement financières, elle parut petite et mesquine face à la grandeur de l'amour que Ricardo avait démontré pour les filles. « Madame Vance, dit le juge, vos allégations concernant l'incapacité de votre frère semblent être en conflit direct avec toutes les preuves présentées aujourd'hui. Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Patricia regarda autour de la salle d'audience, voyant la désapprobation sur les visages qui la regardaient, et pour la première fois de sa vie, se trouva sans voix. Le juge délibéra pendant seulement 15 minutes avant de revenir avec sa décision. Sur la base des témoignages présentés, et dans l'intérêt supérieur des mineurs impliqués, j'accorde la garde temporaire de Sophia, Anna et Leia à M. Ricardo Vance, avec une procédure d'adoption formelle à engager immédiatement. Le son qui résonna dans la salle d'audience lorsque Sophia courut dans les bras de Ricardo fut celui de cœurs se réunissant après une séparation qui avait duré une éternité. L'hôpital pour enfants où Leia était admise semblait un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs antiseptiques. Alors que Ricardo se dépêchait dans ces couloirs, tenant fermement les mains de Sophia et d'Anna, les deux filles avaient insisté pour l'accompagner chercher leur petite sœur, et il n'avait pas eu le cœur de le leur refuser après tout ce qu'elles avaient traversé. « Est-ce qu'elle se souviendra de nous ?» demanda Anna pour la 5e fois en 10 minutes, sa petite voix chargée d'une anxiété déchirante. Elle était si petite quand ils nous ont emmenés. « Bien sûr qu'elle s'en souviendra, répondit Sophia avec la confiance forcée d'une sœur aînée qui essaie d'être forte. Leia est intelligente. Elle sait qui nous sommes. Mais Ricardo pouvait voir la véritable inquiétude dans les yeux de Sophia. 3 semaines, c'était long dans la vie d'un enfant de 2 ans, surtout un qui avait subi un traumatisme important. La psychologue avait prévenu que Leia pourrait être différente, que la dépression infantile laissait parfois des marques qui prenaient du temps à guérir. Lorsqu'ils atteignirent le service de pédiatrie, Ricardo dut s'appuyer contre le mur un instant. À travers la fenêtre en verre, il pouvait voir une silhouette minuscule allongée dans un lit d'hôpital qui semblait trop grand pour elle. Leia était éveillée, mais regardait fixement le plafond avec une expression vide qui était terrible à voir chez un si petit enfant. « Je peux entrer en premier ?» demanda Sophia, sa maturité précoce refaisant surface. Elle pourrait avoir peur si elle voit trop de monde d'un coup. Ricardo hocha la tête, observant à travers la vitre Sophia s'approcher prudemment du lit. Pendant un instant, Leia ne réagit pas. Puis, lentement, ses yeux se tournèrent vers sa sœur aînée. Ce qui se passa ensuite fut comme regarder un miracle se dérouler au ralenti. Le visage de Leia se transforma progressivement, l'expression vide laissant place à la reconnaissance, puis à une joie pure et incontrôlable. Elle s'assit dans le lit avec difficulté, tendant ses petits bras vers Sophia. « Fia! Fia !» cria-t-elle, utilisant sa version de 2 ans du nom de sa sœur. « Tu es revenue. Je pensais que tu m'avais oublié. » Sophia grimpa sur le lit et serra Leia si fort que toutes deux se mirent à pleurer. Non pas des larmes de tristesse, mais le genre de pleurs qui vient quand un cœur brisé trouve enfin son autre moitié. « Je ne t'oublierai jamais, petite », chuchota Sophia en embrassant la tête de sa sœur. « J'ai promis que nous resterions toujours ensemble. Tu te souviens, les sœurs ne s'oublient pas. » Anna ne put attendre plus longtemps et courut dans la chambre, se joignant au câlin collectif sur le lit d'hôpital. Les 3 filles s'accrochèrent les unes aux autres comme des naufragés qui avaient enfin trouvé la terre ferme après des semaines de dérive en mer. Ricardo observait depuis le seuil, des larmes coulant librement sur son visage. Voir ces 3 enfants se réunir, assister à la joie pure d'un amour qui avait survécu à la séparation forcée et au traumatisme, c'était comme voir la preuve tangible que la bonté authentique existait dans le monde. « Où est papa ?» demanda soudainement Leia, regardant autour de la pièce avec de grands yeux. La question fit s'arrêter le cœur de Ricardo. Elle parlait de lui. « Il est juste là, idiote », dit Anna en désignant la porte. « Papa nous a amenés te chercher. » Quand Leia vit Ricardo, sa réaction fut encore plus intense qu'avec ses sœurs. Elle sauta pratiquement du lit, trébuchant sur ses petites jambes encore faibles, courant vers lui avec un désespoir qui parlait de semaines de désir incompris. « Papa !
Papa! Tu ne m'as pas oublié! Cria-t-elle en s'accrochant à ses jambes comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. J'ai été sage. Je promets que je n'ai pas beaucoup pleuré. S'il te plaît, ne me quitte plus. Ricardo s'agenouilla et la prit dans ses bras, sentant combien de poids elle avait perdu pendant son séjour à l'hôpital. Son petit corps tremblait contre le sien alors qu'elle s'accrochait à son cou avec une force désespérée. Je ne te quitterai plus jamais, promit-il, la voix étranglée par l'émotion. Plus jamais, mon amour. Plus jamais. L'infirmière qui s'était occupée de Leia s'approcha, les larmes aux yeux. En 15 ans de travail ici, je n'ai jamais vu un enfant se rétablir si vite. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas, parlait à peine. Les médecins craignaient qu'elle n'ait développé un mutisme sélectif. Mais regardez-la maintenant. En effet, Leia bavardait sans arrêt, racontant à ses sœurs les gentils docteurs et les lits qui montaient et descendaient, mais demandant surtout s'ils rentraient à la maison ensemble et s'ils pourraient dormir dans le même lit ce soir-là. « On rentre à la maison maintenant ?» demanda Sofia en regardant Ricardo avec une vulnérabilité qu'elle laissait rarement paraître. « Dans une vraie maison où on pourra toujours rester ensemble. »« On rentre à la maison », confirma Ricardo en serrant les 3 filles dans ses bras. « Dans notre maison, pour toujours. » Alors qu'il traversait les couloirs de l'hôpital vers la sortie, une petite procession de joie familiale, Ricardo réfléchit à la façon dont sa définition de la richesse avait complètement changé. Des semaines plus tôt, sa fortune se mesurait en comptes bancaires et en actifs. Maintenant, toute sa richesse tenait dans ses bras. 3 enfants qui lui avaient appris que le véritable amour ne se gagnait pas, il se donne. À la sortie de l'hôpital, Sofia s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. « Merci de vous être occupé de notre petite sœur », dit-elle aux infirmières qui s'étaient rassemblées pour leur dire au revoir. « Vous êtes aussi de bonnes personnes. » À cet instant, Ricardo réalisa que Sofia avait hérité de son expérience de vie plus que des traumatismes. Elle avait développé une capacité extraordinaire à reconnaître et à apprécier la gentillesse partout où elle la trouvait. C'était une leçon qu'elle lui enseignait chaque jour. Quand ils arrivèrent à la voiture, les 3 filles insistèrent pour s'asseoir ensemble sur la banquette arrière, refusant d'être séparées ne serait-ce que pour les quelques mètres que durerait le trajet. Ricardo les observa dans le rétroviseur tandis qu'elles se chuchotaient des secrets, partageaient des découvertes sur leurs semaines séparées, et surtout se touchaient constamment comme si elles avaient besoin de la confirmation physique qu'elles étaient vraiment réunies. Pour la première fois de sa vie, Ricardo rentrait chez lui en sachant qu'il y trouverait exactement ce qui comptait le plus au monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour de l'audience au tribunal, et la maison de Ricardo s'était transformée en quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir exister, un véritable foyer. Les murs, autrefois immaculés, arboraient désormais des dessins colorés réalisés par de petites mains d'artistes. La bibliothèque formelle avait laissé place à un coin lecture confortable rempli de livres pour enfants, et le jardin méticuleusement entretenu disposait maintenant d'une aire de jeu où les rires enfantins résonnaient dès l'aube. Le samedi matin, Ricardo se réveilla non pas au son d'un réveil, mais à celui de Leia grimpant dans son lit et chuchotant « Papa, je peux faire des crêpes avec toi aujourd'hui ?» À 3 ans, elle était devenue une petite chef, toujours désireuse d'aider à chaque repas, même si son aide se traduisait plus par de la farine éparpillée sur le sol que par des plats comestibles. Sofia, maintenant âgée de 7 ans, s'était épanouie de manière qui continuait de surprendre Ricardo. Inscrite dans une école privée où ses professeurs étaient impressionnés par sa détermination et son intelligence, elle était devenue l'élève la plus dévouée de sa classe. Plus important encore, elle avait réappris à être une enfant, à jouer sans la responsabilité constante de s'occuper de ses jeunes sœurs. Anna, à 5 ans, avait trouvé sa voie. La fillette timide qui parlait à peine s'était transformée en une petite conteuse, créant des aventures fantastiques sur des princesses courageuses et des dragons doux qui se terminaient toujours par des familles heureuses. Son rire, autrefois si rare, remplissait maintenant la maison plusieurs fois par jour. « Papa », dit Sofia pendant le petit déjeuner, utilisant le titre que toutes les 3 avaient naturellement adopté. « Ma maîtresse veut te rencontrer la semaine prochaine. Elle a dit que j'avais une famille très spéciale. » Ricardo sourit, servant des crêpes légèrement brûlées que Leia avait aidé à faire. « Et elle a raison. Nous sommes vraiment très spéciaux. » Le processus d'adoption avait été finalisé le mois précédent lors d'une cérémonie simple mais émouvante dans la même salle d'audience où ils avaient failli être séparés pour toujours. Le juge qui avait tranché l'affaire avait tenu à présider l'adoption, commentant qu'il avait rarement vu une transformation aussi remarquable, tant chez les enfants que chez le père adoptif. Patricia avait pratiquement disparu de leur vie.
Après l'humiliation publique du procès et la révélation de ses motivations cupides, elle avait déménagé dans un autre État, n'emportant avec elle qu'une petite partie de l'héritage familial que Ricardo avait décidé de lui laisser. Il trouvait que garder rancune exigeait une énergie émotionnelle qu'il préférait investir dans sa nouvelle famille. « Papa, » dit Anna, interrompant ses pensées. « Tu te souviens quand nous vivions dans la rue et que nous pensions ne jamais avoir de vraie famille ? » « Je m'en souviens, » répondit Ricardo en la prenant sur ses genoux. « Et tu te souviens de ce que j'ai dit ce premier jour ? Que toutes les filles sont des princesses, » dit Sofia avec un sourire. « Et que certaines ont juste besoin qu'on le leur rappelle. » « Exactement. Et vous trois êtes mes princesses préférées du monde entier. » Leia frappa dans ses mains avec enthousiasme. « Et tu es notre papa préféré du monde entier. » La simplicité innocente de la déclaration fit rire Ricardo aux larmes. « Eh bien, je suis votre seul papa, alors ça rend le choix facile. » Plus tard dans la journée, alors que les filles jouaient dans le jardin, Ricardo reçut un appel qui le fit sourire. C'était Margaret Torres, l'assistante sociale qui avait initialement séparé les filles. « Monsieur Vance, » dit-elle, sa voix remplie d'une sincérité qu'il n'avait pas entendue lors des événements traumatisants des mois précédents. « Je vous appelle pour m'excuser formellement. Je sais que je ne faisais que mon travail, mais je reconnais que je n'ai peut-être pas évalué la situation avec la sensibilité nécessaire. » « Margaret, » répondit Ricardo, regardant Sofia apprendre à Anna à faire une couronne de fleurs tandis que Leia essayait de les imiter. « Vous protégez des enfants vulnérables. Il n'y a rien à excuser. »« Comment vont-elles » demanda-t-elle. Ricardo regarda ses trois filles jouer sans souci sous le soleil de l'après-midi. Sofia avait pris 15 kilos et avait maintenant des joues roses et saines. Anna s'était débarrassée des terreurs nocturnes qui la hantaient lorsqu'elles étaient séparées. Leia s'était développée comme n'importe quel enfant de 3 ans normal, curieuse, affectueuse et pleine d'énergie. « Elles sont à la maison, » dit-il simplement. Ce soir-là, pendant le rituel du coucher qu'ils avaient développé, des histoires lues ensemble, des berceuses chantées à 3 voix fausses et beaucoup de baisers de bonne nuit, Sofia posa une question qui prit Ricardo par surprise. « Papa, tu penses que notre maman et notre papa au ciel sont heureux de nous voir avec toi ?» Ricardo réfléchit attentivement avant de répondre. « Tu sais ce que je pense, Sofia ? Je pense qu'ils sont très heureux de savoir que vous avez trouvé quelqu'un qui vous aime autant qu'il vous aimait. Et je pense qu'ils savent que vous avez ramené l'amour dans la vie de quelqu'un qui avait oublié comment aimer. »« Tu avais oublié comment aimer ?» demanda Anna, ses grands yeux pleins de curiosité. « Oui, » admit Ricardo. « Je m'étais tellement concentré sur le travail et l'argent que j'avais oublié les choses vraiment importantes. Jusqu'à ce que 3 filles courageuses me rappellent que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous aimez et qui vous aime en retour. »« Nous t'aimons très fort, papa, » chuchota Leia, déjà endormie. « Et je vous aime plus que toutes les étoiles dans le ciel, » répondit-il en ajustant les couvertures autour des 3 lits qu'elles avaient insisté pour garder dans la même chambre. Alors qu'il parcourait les couloirs de sa maison après avoir couché les filles, Ricardo réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé. Son entreprise restait prospère, mais il déléguait maintenant beaucoup plus de responsabilités, préférant être présent pour les récitals scolaires, les soirées cinéma en famille et les 1000 petits moments qui composaient la vie quotidienne avec des enfants. Il avait appris que le succès ne se mesurait pas en compte bancaire ou en reconnaissance professionnelle, mais en rire partagé, en larmes consolées et en le privilège d'être la première personne que 3 petites voix appelaient à leur réveil chaque matin. Au dernier arrêt avant de se rendre dans sa propre chambre, Ricardo jeta un coup d'œil par la porte ouverte de la chambre des filles. Les 3 dormaient paisiblement, leur respiration douce créant une symphonie de sécurité qui remplissait la maison d'une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Sofia avait laissé un dessin sur sa table de chevet, 4 silhouettes se tenant la main devant une grande maison avec un soleil souriant dans le ciel et les mots « Ma famille » écrits en lettres tordues mais pleines d'amour. À cet instant, Ricardo sut qu'il avait trouvé non seulement une famille, mais son véritable but dans la vie. 1 an après leur première rencontre dans la ruelle, Ricardo marchait main dans la main avec Sofia, Anna et Leia vers ce qui était autrefois le bistrot gastronomique haut de gamme du centre-ville. L'établissement avait subi une transformation aussi radicale que sa propre vie. L'élégante façade affichait désormais une enseigne colorée qui disait « Le Havre de l'Espoir, restaurant communautaire ». Et les vitres révélaient un intérieur accueillant où des enfants de tous âges partageaient des repas à des tables qui respiraient la chaleur et la joie. « Papa, tu es sûr que tu ne seras pas nerveux ?» demanda Sofia, maintenant une fillette de 8 ans dont la confiance avait grandi en même temps que sa stature. «
C'est la première fois que nous allons raconter notre histoire à autant de gens. Ricardo sourit, serrant doucement sa main. Aujourd'hui était l'inauguration officielle du projet qui était devenu la passion de sa nouvelle vie. Un restaurant qui servait des repas gratuits aux enfants vulnérables, financé entièrement par la vente de la plupart de ses propriétés et de ses investissements inutiles. Ça ira, l'assura-t-il, surtout en sachant que mes 3 filles seront avec moi. Anna, maintenant âgée de 6 ans et beaucoup plus communicative, tira sur son autre main. Et si un enfant a peur de parler, je lui raconterai une histoire pour le calmer. Leia, à 4 ans, sautillait entre eux avec l'énergie inépuisable d'un enfant complètement sécurisé dans sa place dans le monde. Et je ferai des câlins à tous ceux qui sont tristes. Mes câlins sont magiques. Lorsqu'ils entrèrent dans le restaurant, Ricardo fut immédiatement frappé par une vague de nostalgie. C'était le même espace où tout avait commencé, mais transformé en quelque chose de complètement différent. Les tables en marbre froid avaient laissé place à un mobilier coloré et confortable, les murs affichaient des dessins réalisés par des enfants de la communauté, et l'arôme qui dominait l'atmosphère n'était plus celui du café gastronomique exclusif, mais celui du pain frais et de la soupe maison. « Monsieur Vance ?» La voix joyeuse venait d'une jeune femme qui s'approcha avec un tablier décoré d'un arc-en-ciel. C'était Carmen, l'une des nombreuses personnes qui s'étaient portées volontaires pour travailler sur le projet. « Tout est prêt pour la cérémonie. Les enfants sont impatients de vous rencontrer. » Ricardo regarda autour de lui et vit des dizaines d'enfants de divers âges assis aux tables, certains accompagnés d'adultes, d'autres clairement seuls. Son cœur se serra en reconnaissant sur de nombreux visages la même expression que Sofia, Anna et Leia portaient ce premier jour, un mélange d'espoir prudent et de peur de la déception. « Les enfants, dit Carmen en frappant doucement dans ses mains pour attirer l'attention. Je voudrais vous présenter Monsieur Ricardo et ses filles, Sofia, Anna et Leia. Ce sont eux qui sont responsables de l'existence de cet endroit. » Une fillette d'environ 5 ans, aux vêtements usés mais au visage propre, leva timidement la main. « C'est vrai qu'ici on peut manger sans avoir à payer ?» Sofia s'avança, sa posture révélant la leader naturelle qu'elle était devenue. « Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi ? Parce que chaque enfant mérite de manger quand il a faim. Chaque enfant mérite d'être traité avec gentillesse. »« Mais comment le sais-tu » demanda un garçon plus âgé, la voix chargée d'un scepticisme né de la désillusion. C'est alors que Sofia, Anna et Leia échangèrent un regard, communiquant avec ce langage silencieux que seules les sœurs très proches développent. Elles avaient répété ce moment, mais maintenant qu'il était arrivé, Ricardo pouvait voir le courage se former dans leur petit cœur. « Parce que nous avons été à votre place, » dit Sofia, sa voix claire et forte. « Il y a 1 an, mes sœurs et moi vivions dans la rue. Nous cherchions de la nourriture dans les poubelles et dormions sous un viaduc. » Un silence absolu tomba sur le restaurant. Les enfants regardaient Sofia avec un mélange de surprise et de reconnaissance, tandis que les adultes présents se penchaient en avant, captivés par l'honnêteté pure de cette petite oratrice. « Un jour, » continua Sofia, « je suis entrée dans un bistrot chic et j'ai demandé du pain de la veille. Le propriétaire m'a mise dehors, m'a traitée de mendiante et m'a fait me sentir toute petite. » Elle désigna Ricardo. Mais cet homme était là, et au lieu de faire semblant de ne pas voir, il m'a suivi. Il m'a trouvé en train de manger du pain moisi dans la ruelle et a décidé que ce n'était pas juste. Anna se joignit au récit, sa voix douce ajoutant des couches émotionnelles à l'histoire. Il ne nous a pas seulement amenés ici pour nous donner à manger. Il nous a amenés parce qu'il a vu que nous étions de vraies personnes, avec de vrais sentiments, qui méritaient un véritable amour. Leia, ne voulant pas être en reste, ajouta avec la simplicité que seule une enfant de 4 ans possède. Et maintenant, c'est notre papa pour toujours. Et nous sommes une vraie famille. Les larmes que Ricardo avait essayé de contrôler toute la matinée commencèrent enfin à couler. Voir ses filles partager leur histoire avec un tel courage, transformant leur propre douleur en espoir pour d'autres enfants, lui révéla l'ampleur de la transformation qui s'était produite en eux tous. « Les enfants, dit-il, la voix étranglée mais ferme. Je veux que vous sachiez une chose très importante. Vous n'êtes pas invisibles. Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes des trésors qui attendent d'être découverts. » Une petite fille au premier rang, qui ne pouvait avoir plus de 3 ans, se leva de sa chaise et se dirigea vers Ricardo. Sans dire un mot, elle tendit lui chuchota à l'oreille, « Tu es un gentil papa. » À cet instant, en regardant la salle pleine d'enfants qui souriaient maintenant avec un espoir renouvelé, Ricardo réalisa que la boucle était bouclée. La ruelle où Sofia avait mangé du pain moisi n'était qu'à quelques mètres de là,
mais elle faisait maintenant partie d'un itinéraire qu'il parcourait quotidiennement à la recherche d'autres enfants qui avaient besoin d'aide. Le bistrot qui symbolisait autrefois l'exclusion et le mépris était devenu un phare d'inclusion et de seconde chance. Les filles qui étaient entrées dans sa vie comme des symboles de sa propre compassion perdue étaient maintenant des agents de transformation, propageant l'amour et l'espoir à d'autres enfants qui parcouraient le même chemin difficile qu'elles avaient parcouru. Alors qu'il regardait Sophia apprendre à un enfant plus jeune à lire le menu, Anna racontait des histoires à un groupe fasciné et Leia distribuait des câlins véritablement magiques à quiconque semblait en avoir besoin, héritage. La vraie richesse, découvrit-il, ne résidait pas dans les possessions matérielles ou l'approbation sociale, mais dans le courage d'ouvrir son cœur à ceux qui ont le plus besoin de protection, même si cela signifie sacrifier tout ce que nous pensions nous définir. Les filles avaient découvert qu'elles méritaient l'amour et les soins, et que leur gratitude authentique pour un morceau de pain trouvé dans les ordures avait été ce qui avait réveillé l'humanité perdue d'un homme puissant, le transformant en le père dont elles ne savaient pas avoir besoin. Et dans ce restaurant rempli de rires d'enfants et de seconde chance, où l'arôme du pain frais se mêlait à la certitude que chaque enfant mérite la dignité, l'amour et l'opportunité de rêver d'un avenir meilleur, 4 cœurs battaient à l'unisson. Une famille construite non par le sang, mais par l'amour transformateur qui naît lorsque nous choisissons de voir l'humanité en chaque personne qui croise notre chemin.